Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour les membres de la Commission. Ayant constaté le quorum, nous déclarons la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet économie des crédits budgétaires du portefeuille économie et innovation pour l'exercice financier 2022-2023 pour une période de 4 heures. Alors, Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Mme Boutin-Jean-Talon est remplacée par M. Chassin-Saint-Jérôme. Mme Dansereau-Verchères est remplacée par Mme Proulx-Côte-du-Sud. Mme Jeannotte Labelle est remplacée par Mme Lecourt-Lobinière-Frontenac. Mme Lavallée-Repentigny est remplacée par M. Reid-Beauharnois. M. Leduc-Hochelaga-Maisonneuve est remplacé par Mme Gazal-Mercier. Et Mme Richard-Duplessis est remplacée par Mme Péry-Melançon-Gaspé. Merci. Nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit cet après-midi vers 16h30. Alors, compte tenu que nous avons commencé avec quelques minutes de retard, je comprends que ces minutes seront amputées ou déduites, là, si vous voulez, sur le temps de parole du gouvernement. C'est bien ce qui a été convenu? Oui? Parfait. Merci pour votre consentement. Nous sommes maintenant prêts et prêtes à commencer. Je comprends que le bloc de l'opposition officielle a 3 blocs de parole ce matin. La deuxième opposition et la troisième, vous avez un seul bloc, ainsi que le gouvernement. C'est bien ça pour ce matin? Parfait. Alors, nous débutons immédiatement avec le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, le député de La Fontaine. Merci, Mme la Présidente. Je pense que c'est pour 16 minutes 12, quelque chose comme ça. 16 minutes 12, effectivement. Merci. Heureux de vous retrouver, Mme la Présidente. Bonjour. Bonjour au ministre. Bonjour aux personnes également qui l'accompagnent, aux collègues de la banquette ministérielle et aux collègues des autres oppositions. J'aimerais revenir, Monsieur le ministre, sur un sujet qu'on a abordé mardi lors des crédits sur le manque de logement, la crise de logement pour les entreprises. J'avais soulevé à ce moment-là, vous vous rappellerez, l'article de journal En Estrie à Quaticook, sous la plume de Daniel Campeau, du mercredi 23 février 2022. Et le titre était « Faute de logement, Cabico achète 2 résidences pour ses travailleurs ». C'est une entreprise d'armoires qui existe depuis 35 ans à Quaticook. Et le carnet de commande est plein. C'est des extraits que je vous lis là, de l'article. Le carnet de commande est plein, sauf que présentement, notre capacité est affectée et on ne peut pas livrer la marchandise, entre guillemets, faute de personnel et d'endroits pour loger nos nouveaux employés, admet M. Michel Plante, directeur chez Cabico. Et un peu plus loin dans l'article, on peut lire « Se loger à Quaticook demeure presque impossible tellement les logements sont rares ». Plus bas, on a une autre citation. « Si on avait pu faire autrement, on l'aurait fait, mais il n'y a pas assez de logements présentement pour suffire à la demande. Donc, nous n'avons pas vraiment eu le choix. » Le choix, fin de la citation, c'était d'acheter 2 résidences puis de faire des appartements à l'intérieur de ces 2 résidences-là. Et on peut dire à la toute fin de l'article, une chose est certaine, il faut trouver des solutions et assez rapidement, car oui, il n'y a pas de logement de libre dans un rayon de 50 km dans la MRC, mais il n'y a pas non plus de maison à vendre. Alors, fin de la citation, ça c'était Cabico, Quaticook, article du 23 février dernier. On en avait parlé. Et hier, pas plus tard qu'hier, je vais aller voir, j'ai mis la main sur un article, selon les indications G, qui a été publié hier dans le journal, la publication Les Affaires, sous la plume de Marie-Ève Schaffer, pénurie de main-d'œuvre et crise du logement, un double défi pour les entreprises. Puis là, c'était un cas appliqué à Gaspé, le chantier naval Forillon, qui se trouve entre le port de Gaspé et la pointe de sable de Sandy Beach, fait travailler 72 personnes. Elles conçoivent de A à Z des embarcations destinées aux activités de pêche et au transport de marchandises et de passagers. L'équipe pourrait toutefois être plus nombreuse. Et je cite, là, Frédéric Demers, qui est directeur de ressources humaines, « On a une capacité de production de 3 navires, mais présentement, on rush pour 2 navires. » Fin de la citation. Et plus bas, il dit « L'an dernier, 4 travailleurs tunisiens ont ainsi gonflé les rangs du chantier naval Forillon. À leur arrivée, ils ont dû habiter à l'hôtel avec leur famille aux frais de l'entreprise. » Et plus bas, on dit, il précise que son équipe a réussi à leur dénicher des toits parce qu'elle était sur place et que tout le monde se connaît à Gaspé. Fin de la citation. Hier, on a eu l'occasion d'en discuter, pas hier, mardi, avec le ministre. J'aimerais savoir, et le ministre a reconnu, je le cite, l'aspect logement est souvent le point important.
peut-être la citation, quand vous parlez des projets structurants de croissance d'entreprise. J'aimerais ça vous entendre, parce qu'on l'a fait bien vite, ce point-là, là, sur cet impact-là qui est tangible puis qui est réel puis que vous avez reconnu. Là. J'aimerais vous entendre là-dessus. Bon, vraiment, bonjour tout le monde, bonjour mes collègues, bonjour collègues d'opposition. Effectivement, je pense qu'il faut reconnaître que ce soit garderie, que ce soit main-d'œuvre, que ce soit logement, c'est des composantes importantes pour nos entrepreneurs, importantes aussi pour les entreprises internationales qui regardent le Québec. Quand on regarde au MEI, tous les projets qu'on reçoit, évidemment, une garderie, un logement n'est pas dans les dépenses qu'on appelle admissibles, dans lesquelles nous regardons une assistance particulière. Néanmoins, si ça avait être dans des cas particuliers, nous voudrions s'impliquer dans quelque chose qui n'est pas normé, nous pourrions le faire, mais par décret. Et la politique qu'on a prise à date, on n'a pas financé de logement formel à ma connaissance, puis peut-être qu'on l'a fait, puis je ne me rappelle pas, là, mais s'il y avait un projet structurant dans lequel l'entrepreneur ou la compagnie nous dirait « il faut investir X millions dans des logements », on le regarderait probablement puis dire « incluons l'investissement dans le projet et regardons si on peut travailler d'une part avec nos collègues d'autres ministères ou sinon, on peut tous aller dans le privé. Est-ce qu'il y a du privé qui sont prêts? Parce que souvent, le privé va construire des logements s'il pense qu'il y a une demande. Puis, je pense, dans certains cas, nous pourrions vouloir jouer un rôle. Donc, par contre, si on fait ça, il faut aller en décret parce que le programme SAR, qui est la fondation ou la colonne vertébrale du MEI, ne permet pas techniquement de financer l'immobilier. OK. Et vous dites, pourriez-vous vérifier, puis le cas échéant, transmettre l'information au secrétariat, s'il vous plaît? Vous dites, à votre connaissance, on n'a pas fait de ça, là, mais vérifier, voir si c'est effectivement le cas. Puis s'il y en a des cas, peut-être nous le dire. Oui, on va vérifier. Parfait, merci. Engagé à bien nous le remettre à la commission? Oui. Parfait. Merci. Que ce soit oui ou non. Parfait. Merci. La réponse, c'est ça. Vous dites par décret, vous pourriez le faire. Donc, vous, comme ministre du MEI, vous pourriez le faire par décret. Quelle est la procédure? Là? Parce que, visiblement, puis j'imagine que si vous savez la réponse, des fois, on n'a pas tout le temps la réponse parce que vous vous êtes informé de comment vous pourriez faire ça. Autrement dit, c'est peut-être imminent, je ne sais pas. Là, de toute façon, simpliste, c'est qu'on a un programme qui s'appelle SAR. Donc, SAR, c'est la fondation du programme d'aide aux entreprises, d'ailleurs, qu'on a modifié récemment. Alors, si on fait un programme de SAR, il n'y a pas de décret, ça rentre dans le programme, il y a des niveaux d'approbation. Quand un projet ne respecte pas les normes de SAR, donc, par exemple, si on veut financer des portions non admissibles, qui incluent l'immobilier, il faudrait aller en décret, donc il faudrait que je me présente au Conseil des ministres et dire, bien, on va aider l'entreprise X, on va lui prêter 50 des projets immobiliers, et au Conseil des ministres, il y aurait l'approbation, il y aurait un décret qui s'est publié par après. Donc, c'est ça qu'on va aller voir qui a été publié. Là. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Mais je vais vous donner un exemple. On a eu l'exemple de LM Wind Power dans Gaspé. C'est un projet où ça prenait une route. Alors, au début, on a considéré, bien, la route, si personne ne va la financer parce que le maire de Gaspé n'a pas d'argent pour le faire, on dit on va la faire. Puis finalement, le MAMACH ou le MTQ l'a fait. Alors, on est arrivé, le MEI, on a dit ce projet-là est un projet structurant pour le Québec. On a besoin d'une route. La Ville n'a pas les fonds, donc qui va payer pour? Alors, on a dit, on va le prendre. Puis finalement, avec discussion interministériellement, on a convenu avec la MTQ dans ce cas-là. C'est la MTQ? MAMACH, excusez. Le MAMACH a dit, on va le prendre. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça où je pense qu'il faut y aller avec des cas par cas, mais techniquement, pour répondre à la question, un projet structurant, le ministère de l'Économie, d'emblée, va regarder ce qui est important que le projet se matérialise et de voir s'il n'y a pas des pistes de solutions pour y arriver. Ouais. Parce que la conversation qu'on a est excessivement importante, parce que vous le savez, ils nous parlent des entrepreneurs, pénurie de main-d'œuvre, puis souvent, puis c'est assez... Moi, j'ai été surpris là, quand j'ai commencé mes tournées en janvier, février. Le logement venait tout de suite. Puis je disais, OK, mais je pensais qu'elle allait me parler... non, c'est logement. Puis vous avez raison de dire que... là, on avait l'exemple en Gaspé. Là, ils pourraient faire 3 navires, mais ils en font 2. Oui, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais même là, il n'y aurait pas les logements. Ça, ma perception, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est que plus qu'hier, moins que demain. Là, parce que si on comble la pénurie de main-d'œuvre, on va encore augmenter le besoin de logement. Alors, voyez-vous d'un bon œil donc que ce soit formalisé puis qu'on le mette, parce que ici, on parle de quoi? On parle de faire des blocs appartements ou des résidences privées, unifamiliales ou sous différents modèles.
J'aimerais vous entendre là-dessus sur le fait que c'est plus qu'hier, moins que demain, puis qu'on pourrait peut-être formaliser ça. Là. Écoutez, à ce moment-ci, je donne l'exemple du programme SR. Le programme SR, c'est notre fameuse colonne vertébrale. On modifie SR pour permettre d'éviter trop d'exceptions. Donc, si dans SR, à un moment donné, il y a plusieurs demandes qui ne sont pas normées, bien là, finalement, on va changer SR, les rendre normées, sinon le Conseil des ministres va pouvoir trouver tous les projets. Dans le cas du logement, à ce moment-ci, je n'ai pas vu beaucoup de projets structurants. Le monde a dit, nous ne le faisons pas parce qu'il n'y a pas de logement. Mais si ça s'avérait quelque chose qui était pour être récurrent et à un nombre important, on pourrait définitivement, on aurait une discussion sérieuse avec les MMH pour voir qui devrait faire ça, si on devrait le faire. Est-ce qu'on aura un jour Investissement Québec qui fait de l'immobilier? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas la mission d'Investissement Québec, mais il est clair que si je vois qu'il y a un frein au développement économique qui est causé par des logements qui ne sont pas financés par le privé, il va falloir agir. Dernier point, vous allez comprendre aussi que s'il y a une demande de logement dans une région particulière, le privé, probablement, va être intéressé à le faire aussi. Hein, si l'entreprise dit, moi, j'ai 5 employés, j'ai 10 employés qui veulent des appartements, on va payer le loyer. Souvent, les entreprises vont payer le loyer. Bien, généralement, on va voir des entrepreneurs immobiliers de la région, on dit, hey, on va le faire, nous autres. Puis là, est-ce que nous, faut agir ou non? On verra. Alors, je pense que, réponse longue, là, mais aujourd'hui, ce n'est pas dans les normes d'augmenter SR pour l'inclure, mais on va rester flexible si jamais il y a des problèmes majeurs sur les projets économiques. Je pense que c'est une bonne discussion qu'on a. Vous dites projet structurant. Qu'est-ce que vous entendez par projet structurant? Parce qu'il pourrait y avoir des projets structurants donc, qui ont un certain volume, qui ont une certaine grandeur, grosseur, mais il pourrait y avoir des projets un peu plus modestes, mais qui requéreraient quand même du logement. Bien, le ministère de l'Économie, nous, on est dans le côté plus économique, évidemment. Alors, on a des critères. On a notre fameuse calcul des retombées économiques, des retombées fiscales, directes, indirectes, induites. Chaque projet, on a notre boîte noire où on regarde quelles sont les retombées économiques. Et évidemment, quand on regarde l'assistance que le gouvernement va donner, l'assistance doit être inférieure aux retombées économiques. 5 à 10 ans, dépendant des critères, dépendant des secteurs. Donc, c'est assez régimenté, ou en fait, plutôt, c'est assez rigoureusement contenu. Alors, si un projet ne crée pas de retombées économiques, c'est clair qu'on ne sera pas intéressé, au niveau du MEI, de supporter un financement immobilier. Ça, c'est même pas à discuter. S'il y a des raisons sociales pour qu'on devrait le faire, bien, ça va être d'autres ministères qui vont prendre ça en charge. Mais nous, on va focaliser principalement sur la création de richesses pour le Québec. Parce que dans la discussion importante qu'on a, il y a aussi l'aspect de dire que si l'entreprise le met dans son projet, il y a là aussi un levier économique que vous n'avez pas nécessairement si c'est une petite famille qui veut accéder à la propriété puis qui vont voir un constructeur général puis dit bâtissez-moi une maison unifamiliale. S'il y a une entreprise qui est capable de participer pour faire lever le logement, que ce soit sous appartement ou sous maison unifamiliale, qui pourrait même être partenaire jusqu'à un certain point avec le constructeur. Évidemment, la propriété demeurerait aux résidents. Par contre, pour de l'appartement à louer du locatif, l'entreprise pourrait. Mon point, c'est que les règles du marché, on le voit, ne semblent pas pouvoir combler. Les constructeurs aussi sont débordés. Je veux dire, eux aussi, ils refusent des projets. Là, ils pourraient en construire plus, mais pénurie de main-d'œuvre, tout le monde est. Y voyez-vous là aussi un avantage pour les entreprises de dire bien, on va participer puis on va aider à faire lever la bâtisse parce qu'on va participer dans le financement, dans le montage, si on est propriétaire du locatif ou si on aide le constructeur avec un volume à pouvoir, contracter avec nos employés. Là. Oui, mais d'ailleurs, c'est pas mal ce qu'on voit déjà au niveau des minières et des papetières. Hein, on le voit dans beaucoup de minières. On va à Fermont, c'est assez évident à Fermont, mais quand même, à Fermont, par exemple, bien, les logements appartiennent à l'entreprise, sont financés par l'entreprise. Ils nous ont jamais demandé directement s'impliquer parce qu'on s'implique ailleurs avec eux autres, par le ministère de Faire Québec, par exemple. C'est des vases communicants. Il est clair que pour une entreprise, quand ils regardent un projet, ceux qui doivent avoir, surtout des fly-in, fly-out, mais ceux qui doivent avoir des résidences pour les employés, ils vont l'inclure dans le projet eux-mêmes. Ils vont regarder le retour, puis là, ils vont dire au gouvernement, aidez-nous. On tend généralement à vouloir aider le côté plus traditionnel de l'équipement et du CAPEX de l'usine, mais
on va voir l'évolution, mais c'est pas impossible qu'on puisse, comme j'ai dit tantôt, inclure l'immobilier. Parce qu'ils l'incluent déjà, c'est comme Cabico, ils l'incluent déjà dans leur coût de fonctionnement. C'est carrément, là, c'est rendu une dépense. Oui. Alors, c'est ce qu'on constate. Vous aviez dit, donc, mardi, vous aviez dit, et je vous cite, « Il y en a un qui me vient en tête et que je ne nommerai pas, il n'est pas encore passé. » Bien, j'ai dit à l'entrepreneur, mets ton logement, ton prix de logement dans le projet, puis on va regarder avec le ministère des Affaires municipales comment qu'on va peut-être se partager ça. Donc, de façon tangible, vous avez un cas très tangible, là, présentement, sur la table. Absolument. Puis c'est un cas où si, parce que je suis un entrepreneur, prends ton projet au complet. Dans ce cas-là, c'est de rénover un édifice qui peut être converti en logement, inclus dans ton CAPEX, dans ton projet de capital. On va regarder ce qu'on va faire et on va t'offrir un financement. Bon, peut-être qu'on va t'offrir assez de financement pour ton projet de base qui va faire en sorte que tu vas payer toi-même pour l'immobilier. Ou s'il en manque, bien là, à ce moment-là, il va falloir aller en décret, comme on disait tantôt. Donc, je ne peux pas faire le projet normé parce qu'on dépasse les normes, mais peut-être qu'on va décider, avec l'équipe du ministère, que les retombées économiques justifient qu'on puisse supporter la rénovation du logement. C'est pas normé, c'est pas standard, mais moi, je pense qu'on va garder toujours cette flexibilité-là. Parce que ça doit être quand même assez substantiel comme coût, ça aussi. Là, dans ce cas-là, là, je vois de mémoire, évidemment, je n'ai pas les chiffres. Là, je pense qu'on parlait de 2 millions pour la rénovation. On parlait d'un projet de 8 millions ou 10 millions pour l'usine. Wow! C'est quand même, ça représente 2/12, disons. Là, mais en même temps, il ne faut pas oublier que les entreprises en mettent de l'équité eux-mêmes aussi dans les projets. Fait que, on pourrait financer plus du CAPEX. Ouais. Puis l'entrepreneur fait... Alors, l'entrepreneur, il ne gardera pas les particules du financement, il va garder l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Donc, dans cet exemple-là, si le programme normé d'essor n'est pas suffisant pour ses vues sur le reste qu'il doit financer, puis nous, on décide, bien là, il y a des retombées, on veut le faire quand même, le projet. Là, on va déroger des normes pour avoir un décret ministériel. Puis dans l'aspect, mon question... Puis si on déborde, Mme la Présidente, s'il vous plaît, on pourrait peut-être amputer, si ça vous va. Comme là, il vous reste 40 secondes. Oui, mais si on peut amputer, aller. parce qu'on va vider ce sujet-là, puis je vais repartir sur d'autres choses. On va discuter d'autres choses tantôt. Donc, vous disiez, juste pour donner un ordre de grandeur, le projet, le CAPEX, comme vous dites, est à peu près à 8 millions, et à côté, le logement est 2, ou dans le 8, il y a un 2 qui est le logement? Vraiment, sur 5. Disons que c'est 2 puis 8, ça fait donc 2 20 c'est 20 disons c'est 20 donc 2 sur 10. Qui est quand même, 20 c'est quand même quelque chose de très, très, très substantiel. Donc, ce projet-là, il est en train de cheminer. Puis, on va aller plus loin. Alors, quand j'ai su ça, on a appelé la mairesse. Les maires aiment ça, on va voir la mairesse. Peut-être la ville pourrait aider dans ce cas-là. Ouais. On va le regarder. La mairesse, appelez donc monsieur entrepreneur en immobilier, lui aussi peut aider. Tu sais, c'est la roue, ça. Je ne pense pas que c'est au gouvernement à tout faire, mais je pense que dans ce cas précis-là, c'est nous qui avons reçu la demande, donc on a activé le reste de l'écosystème dans la région pour le faire. C'est peut-être un cas type, dans le fond. Parce que, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça ou c'est pas mal le seul que vous avez? Ben, écoutez, il faudrait demander... parce qu'il y a beaucoup de projets, ils arrivent à mon bureau, là, ils ont passé par plusieurs routes. Par exemple, le gars qui vient en craft, on a fait le CAPEX, mais c'est sûr que lui, il a géré. Ouais. On m'explique le Bel du Skivillon, l'usine de pâtes. L'usine de pâtes et le Bel du Skivillon qu'on a réouvert, on a fait ça il y a près de 2 ans. On est dans ce cas-là, l'entreprise a payé pour les logements, mais on a peut-être augmenté un peu plus le support de prêt qu'on a fait, le projet dans M. Fillon, dans cet exemple-là. Mathématiquement, il disait, ça ne marche pas, il faut que je fasse mes logements. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre, là. Mais le projet, c'était 100 millions. Fait qu'on a probablement été peut-être un peu plus généreux dans le projet pour lui permettre de faire le logement. C'est souvent ce qui se fait aussi. Et c'était un projet de 100 millions, ça, puis il y avait donc du logement à côté pour loger les employés. Là, exact. Et c'était dans quel programme, ça? C'était-tu SR? Non, c'est un décret parce que c'était un programme, le Bel du Skivillon, c'est l'usine de pâtes qu'on avait fermé, que j'avais fermé en 2015, quand j'étais dans mon ancienne vie, qu'on a réouvert, qui avait été regardé par votre gouvernement à l'époque, qu'on a complété quand on est arrivé en poste. Alors, c'est un projet qui était tellement important qu'on a passé par un décret ministériel. OK. Puis pourriez-vous nous communiquer le décret, le cas échéant? On pourrait le chercher, là, mais s'il vous plaît. OK, parfait. On pourrait le communiquer au secrétariat, si vous me permettez, Mme la Présidente. Et vous dites donc qu'il a été considéré dans le processus décisionnel à quelque part, ce qui
exigeait le décret parce que ça a été considéré le logement et que ce n'était pas dans la norme. Là. Bien, il y avait des décrets pour deux règles. Le décret principal n'est pas à cause du logement. Le décret est à cause du projet qui demandait 100 millions. Je ne sais même pas sur le chiffre. Oh, ouais. C'est un chiffre important. Donc, ce projet-là demandait un décret de toute façon. Mais le point que je veux faire, c'est que, considérant l'investissement qui devait être fait par le propriétaire pour les logements, nous avons considéré qu'on était peut-être plus généreux, entre guillemets, de prêt. C'est pas une subvention, ça, de prêt, parce qu'on dit que ça va alléger les déboursés que l'entrepreneur aura à faire pour les logements qui sont, eux, ancillaires au projet comme tel. OK. Puis à part cet autre exemple-là, en avez-vous un autre? Ouais, les mines, il y en a sûrement en Abitibi et à Côte-Nord, mais on peut vérifier. Mais, OK, si vous pouvez vérifier, s'il vous plaît. Oui, Puis là, oui. pour terminer là-dessus, donc, le projet pour lequel vous avez appelé la mairesse, puis tout ça pour vérifier, il est en cours d'évaluation pour ce qui est du programme normé usuel. Puis par ailleurs, il y a d'autres discussions autour qui se font pour voir comment ça pourrait. Et puis, plus que ça, l'entrepreneur regarde peut-être de relocaliser ailleurs. Le projet, il veut le faire, nous, on veut le faire. Puis là, il dit, bien là, le logement, j'aimerais ça être là, ça serait intéressant, mais sinon, je vais aller ailleurs. Alors, ça se passe aussi. Les entrepreneurs vont regarder autant main-d'œuvre que logement, que garderie, même, en fait. Ça prend les trois ingrédients en place pour que le projet fasse du sens. On voit ça beaucoup, là, présentement, ce qui est positif dans un certain sens. Et donc, ça met beaucoup de pression sur les régions aussi, sur les maires, sur les municipalités, de dire comment on s'organise. Puis là, nous, avec le mamage, il faut s'organiser aussi pour les aider. Là. La roue, elle tourne pas mal. OK. C'est bon. Merci. Bon. Oui. Alors, je veux juste m'assurer, vous allez bien soumettre le décret qui a d'un prêt là, pour un projet XX et vous allez voir s'il y a eu d'autres projets de cette nature. Parfait. Alors, nous poursuivons cette fois-ci avec la porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'économie avec la députée de Mercier. Vous disposez de 12 minutes, 9 secondes. 12 minutes pour avoir du plaisir, c'est beaucoup trop court. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Bonjour à toutes les équipes. Bonjour, Monsieur le ministre. Demain, vous allez annoncer avec le Premier ministre et d'autres, le ministre et le Premier ministre, je pense aussi du Canada, l'installation de l'usine de Moderna dans la grande région de Montréal. Je me rappelle pas si c'était l'année passée, l'autre d'avant, il y a eu un moment mémorable où, à mon collègue, le député de Rosemont, vous aviez dit que vendre les données aux pharma, c'est winner. Est-ce que demain, lors de l'annonce de l'installation de l'usine de Moderna, est-ce que cette annonce-là comprend aussi l'enjeu de la vente de données en santé des Québécois? Premièrement, vous allez comprendre que je ne divulguerai pas ce qu'on va annoncer demain. Il faut toujours croire les journaux, en passant. C'est pour ça que je vous pose des questions à vous. Alors, je ne répondrai pas à la question directement, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on regarde plusieurs projets présentement au niveau de la santé, parce que la santé demeure, selon moi, un secteur important de croissance économique pour le Québec. Et d'ailleurs, mon collègue, le ministre de la Santé, a un projet de loi, j'oublie le numéro, là, pour les données en santé, parce que c'est important qu'on utilise les données de la bonne façon, parce que ça va être notre avantage comparatif. Alors, le MEI, quand on travaille des projets, on en a plusieurs à cette table de dessin, dans le projet, n'inclut pas les données. Les données sont gérées par le ministère de la Santé. Donc, demain, il n'y en sera pas question, mais ce que je comprends du ministre, c'est que la vente des données des Québécois en santé, ça va continuer. Je n'ai pas dit ça. Attendez à demain. Vous avez votre réponse demain. Donc, demain, vous allez parler de la vente Demain, je fais deux annonces, en fait. OK. On s'en parlera lundi. OK. Mais parmi les trois annonces, ça se peut que cette question-là, l'enjeu des données en santé des Québécois, données aux pharmaceutiques ou vendues aux pharmaceutiques, en fasse partie. C'est votre spéculation. OK, donc c'est non. Ça ne sera pas ça. Je ne commenterai Vous pas, pouvez pas le dire. je commenterai pas ce que je vais dire demain, OK. parce que... Mais de façon en fait, générale... je n'ai même pas décidé ce que je dirai demain encore. Au-delà de demain, on s'en fout de demain, est-ce que cet enjeu-là qui tient à cœur au ministre, est-ce que c'est rendu où? Repose la question, je ne suis pas sûr de bien Par rapport à la question des données en santé des Québécois aux pharmaceutiques, est-ce que ce projet-là, qui tient à cœur au ministre, est-ce qu'il est rendu où, ce projet-là? Ben, C'est juste, il y a eu le projet de loi... Il est rendu nulle part, parce que le ministère de la Santé est responsable de regarder comment les données vont être utilisées à bon escient. Alors, poser la question au ministère de la Santé. OK.
Donc, je comprends. Est-ce que c'est la même chose, par exemple, par rapport à Google qui veut les données du dossier santé? Ça concerne uniquement le ministère de la Santé, ça concerne aucunement le MEI, cet enjeu-là aussi des données à Google? Exact. Donc, le ministre n'a pas été de près ou de loin touché sur ça. Exact. Donc, je ne poserai pas de questions là-dessus. Je voudrais poser des questions sur le développement de la filière batterie. Il y a eu une annonce pour les minéraux stratégiques d'une stratégie du gouvernement il y a 1 an. C'était à peu près au mois d'octobre dernier. Le ministre, vous disiez qu'on allait mettre de l'argent public de 2 à 3 milliards pour soutenir les investisseurs privés dans la filière batterie. Est-ce que vous avez une information sur l'argent public plus précise que 2-3 milliards? Est-ce que maintenant, vous êtes rendu à un chiffre un peu plus précis de combien d'argent public il faudra mettre dans cette industrie pour encourager les investisseurs privés à investir dans cette filière au Québec? La réponse est non, parce que chaque projet requiert un montage financier. Les projets que nous avons annoncés à date, c'est Nemaska, l'usine d'hydroxyde de lithium à Bécancour, Nouveau Monde Graphite qui va faire le graphite enrobé sphérique à Bécancour, BASF qui va faire l'usine de cathode, GM POSCO qui fait l'usine de cathode, Solius Granby qui va faire le copper en français, le cuivre pour aller sur l'anode. Ces projets-là, combinés ensemble, représentent probablement 4 à 5 milliards. C'est majeur. Chacun des projets va requérir un support du gouvernement qu'on négocie présentement. BASF, entre autres, et POSCO, j'avais mentionné qu'on est en train de finaliser. Il n'y a pas eu de décret qui est passé encore. On a annoncé parce que l'entreprise voulait l'annoncer. Alors, chaque projet qui va être annoncé, clairement, on va divulguer à la population quel est le programme d'assistance du gouvernement. Donc, le 2-3 milliards d'argent public était annoncé en lien avec ces projets-là ou peut-être d'autres projets futurs. Exact. C'est à terme que ce sera 2-3 milliards ou 2-3 milliards avec les projets qui sont, que vous venez de nommer puis ceux qui sont ici? C'est une grosse estimation. Moi, j'avais dit au début qu'il y aurait probablement 7 milliards d'investissements dans les batteries. À terme. Du public? À terme. Puis je du me suis public? trompé. Mais non, c'est le projet total. Alors, je me suis trompé. Ça va être plus que ça. Pardon? Je me suis trompé, ça va être plus que ça. Ça va très, très, très bien. Alors, on va probablement... Non, mais moi, je parle... Non, mais j'ai refusé de me répondre. Vous Ouais. m'interrompez. J'ai dit, il y a quelques mois, le 7 milliards, c'était ce que j'anticipais comme projet Toto. Je pense que ça va être plus dans le bout de 10. Alors, on peut présumer que ces 10 milliards d'investissements du privé, bien, ça n'arrive pas comme ça. Hein, les gouvernements doivent s'impliquer. Alors, si on dit 2-3 milliards, ça représente 20 à 30 %. C'est pas un mauvais range. Donc, ça serait à peu près ça. Mais justement, c'est vrai que le public doit s'investir dans cette filière d'avenir. Parce que souvent, il y a eu une logique au Québec extractiviste. On donne de l'argent pour créer de l'emploi. Là, aujourd'hui, on est en pénurie, en pénurie de main-d'œuvre, donc on ne veut pas en créer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi garder des profits qui restent ici. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça qu'à Québec solidaire, par exemple, on demande, ça c'est plus pour les industries minières, d'avoir une part majoritaire dans des entreprises ici pour pas que les profits aillent ailleurs. Est-ce qu'il y a une réflexion de la part du gouvernement dans ce sens-là? D'avoir une actionnariat majoritaire pour pas dire on ne pouvait pas décider, ils sont partis, ou qu'on puisse avoir un mainmise sur les décisions qui sont prises dans cette filière importante? Je pense qu'il faut adresser l'enjeu sur différents chapitres. Le premier chapitre, c'est que dans la filière des batteries, ce que je trouve super intéressant pour le Québec, c'est qu'on prend nos minerais et on les convertit en aval. Par exemple, si on fait une cathode qui représente plus que la moitié de la composante d'une cellule, bien, toute la valeur ajoutée est créée ici au Québec, des emplois, des usines, et ainsi de suite. Donc, on a créé quelque chose qu'on n'a jamais vu, contrairement au diamant, par exemple, ou à l'or qu'on extrait et qu'on envoie. Deuxièmement, la question de la détention de l'actionnariat. Si on a pour 10 milliards de projets, je vous confirme aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens de le faire nous-mêmes. Et deuxièmement, on a besoin d'expertise internationale. Faire une cathode, là, au Québec, personne ne l'a fait. Alors, on a besoin d'investisseurs étrangers qui vont venir nous aider stratégiquement, aider à prendre une partie du fardeau financier, mais toutes les sociétés en question vont payer leurs impôts ici au Québec. Donc, je pense que la retombée économique que nous calculons avec le ministère de l'Économie quand on a des projets comme ça,
vont donner des bénéfices au Québec qui sont très importants. Les critères pour dire, OK, on investit ou pas, c'est quoi qui va dire, on va mettre de l'argent, surtout qu'on n'aura pas l'actionnariat majoritaire, donc ces entreprises peuvent partir, puis ça ne sera pas à long terme. Les retombées économiques, bien, c'est pas long terme. BASF va construire une usine. Ils vont être 100 propriétaires dans ce cas-là. On va les aider sur un prêt par don quelconque qu'on négocie. L'usine ne partira pas. L'usine va rester à Bécancour. Quand BASF ne partira pas avec l'usine, ils vont la mettre à Caroline. Donc, il faut aussi garder le contexte du projet qu'on finance. Maintenant, la question que vous posez, c'est quelle est la hauteur du financement ou du support du gouvernement? Ça, c'est fonction des retombées économiques qui n'ont pas rapport avec l'actionnariat de l'entreprise. Ça a rapport aux salaires qui sont payés, les impôts, les fournisseurs. On regarde où les fournisseurs locaux qui vont participer à ça. Parce qu'on quand un projet, on demande où vous allez prendre vos matériaux. Donc, on regarde toutes les retombées directes et induites, puis on calcule les retombées du gouvernement. Et ces retombées-là, une partie, on est prêt à les donner à l'entreprise, une partie, on les garde. Donc, jamais ça va être par un actionnaire. Je comprends que c'est pas pour tout le monde, on va pas prendre part de l'actionnariat. Jamais, ou c'est quelque chose de possible? Je ne dirais pas jamais. Nemaska, nous avons 50 de l'entreprise. Donc, il y a des situations où on veut être actionnaire. Parce que dans le cas de Nemaska, nous voulions, au Québec, contrôler, justement pour éviter, qu'on avait vu dans le passé, ou à Sayona, NAL plutôt, je m'excuse, North American Lithium, on prenait du spodumène, puis on l'envoyait en Chine. On ne veut plus voir ça. Donc, on a pris position dans Nemaska pour justement contrôler ça. Par contre, BASF n'a pas besoin du gouvernement comme actionnaire. Okay. Donc, on dit qu'ils sont 100 propriétaires. En fait, vous parlez des retombées économiques de façon générale, parce que ce qui est important, c'est que l'argent public qu'on met, bien, que les Québécois en aient pour leur argent. Je voudrais aller sur un autre sujet, l'intelligence artificielle. Dans les années 80, il y a eu une grosse mode, c'était la biotechnologie. Dans les années 2000, c'est les nanotechnologies. Puis aujourd'hui, la mode, c'est l'intelligence artificielle. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est beaucoup des entreprises qui bénéficient énormément des subventions de l'État et c'est un échec. Ce n'est pas Québec solidaire qui le dit. Il y a eu une étude de l'IREC qui le dit, donc l'Institut de recherche en économie contemporaine. Parce que ce qu'elle conclut, là, c'est qu'en ce moment, la façon qu'on fonctionne avec l'intelligence artificielle, ce sont les sociétés étrangères qui en profitent. Ça ne fait pas très nationalisme économique. Est-ce que le ministre reconnaît le même constat d'échec que les experts qui regardent ça? Je pense l'inverse. Parce que vos experts, vous devriez vérifier, là, parce qu'il y a un rapport qui est sorti indépendamment de nous autres par Forum IA. Marie-Paul Janson, qui est la présidente, qui était l'amie il y a à peu près un an et demi, a mené des études de Pricewaterhouse, KPMG et de Tortoise, et c'est l'inverse que ce que vous venez de dire. Le Québec est reconnu mondialement comme étant 4e, 5e, 7e, là, en termes de puissance de savoir au niveau de l'IA. Maintenant, quand on regarde l'IA, il faut bien analyser les différents morceaux de l'IA. Premièrement, la recherche fondamentale. Dr. Yoshua Bengio nous permet d'être notoire au niveau international. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on prend l'intelligence artificielle et on la rend accessible à nos PME. C'est ça l'enjeu. Et ça, c'est un chemin qui est très complexe. Nous avons très peu de temps après notre arrivée en poste, on a identifié 329 millions de projets qu'on a faits pour pouvoir... Je comprends qu'on est reconnu, c'est normal. On a tellement donné d'argent, donc c'est facile. Les gens viennent puis on leur donne. On a des objectifs et des cibles. Et les cibles du gouvernement, par exemple, pour la création même la création d'emplois, ça a été atteint partiellement. Je vous donne un exemple concret. Élément AI, ça a été perçu comme le meilleur dans la stratégie québécoise, mais ça a été acheté par une compagnie étrangère. On a investi 1,17 milliard de 2016 à 2020 dans l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que ça donne aujourd'hui quand c'est des entreprises étrangères qui en bénéficient? Parce qu'on donne de l'argent, on est reconnu à l'international, mais c'est quoi les retombées qui restent au Québec maintenant? Est-ce que je comprends que vous voulez continuer dans cette stratégie et ne pas la remettre en question aucunement? Je pense, je veux être respectueux envers vous, là. Je pense que vous devriez analyser plus en profondeur le domaine de l'IA. C'est un secteur très important pour lequel le Québec performe très bien. Mais est-ce qu'on investit bien? En fait, est-ce qu'on investit bien? Je ne dis pas qu'il faut arrêter puis rien faire. Est-ce qu'il faudrait remettre en question nos sites, peut-être? Écoutez, il y a clairement une reddition de compte qui est importante, vous avez raison, et je regarde ce que le Parti libéral a investi avant qu'on arrive, et ce que nous, on a investi. On est rendu après les gouvernements depuis 2017, là, je vais y aller, là, tu me corrigeras, là. On est probablement rendu à 500-600 millions d'investissements.
Il y a plusieurs segments à ça. Element AI, là, sur 500 millions, c'est des peanuts. C'est minuscule. Est-ce que c'était un succès? Non. Ça a été acheté d'une compagnie américaine qui s'appelle ServiceNow. Par contre, il ne faut pas oublier, eux autres ont augmenté le nombre d'employés qui est ici au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé qu'il y avait du talent ici au Québec. Alors moi, je pense qu'il faut faire attention quand on dit que c'est un échec, c'est un succès. On a augmenté ou on a déplacé? Moi, ce que je comprends, c'est la même chose aussi pour le secteur multimédia. En ce moment, on ne peut pas faire comme dans le passé en disant on veut créer plus d'emplois. On est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on déplace les employés bien payés et tout ça d'un secteur à un autre. Donc, c'est de la concurrence à l'interne pour ces emplois-là qu'on fait. Qui est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut blâmer des jeunes qui veulent s'éduquer Ça en IA empêche sans des aller travailler chez ServiceNow et gagner 100 000 par année? Il faut être satisfait de ça. Et on a la chance aujourd'hui, dans des secteurs comme l'IA, d'avoir des jeunes qui disent on veut travailler là-dedans. Alors, c'est un succès énorme ce qui s'est passé. Maintenant, ce qu'on doit faire, sur votre point de tantôt, on doit s'assurer que ces ressources-là puissent aider les compagnies québécoises, les PME. Parce que là, ce n'est pas le cas maintenant. Ça ne favorise pas les Vous savez que votre temps est écoulé, là. Oui. Alors, écoutez, je vous laisse. Je trouvais ça intéressant, là, mais on pourra récupérer le temps, si vous voulez, dans le deuxième bloc de cet après-midi, là. Ça va? Oui. C'est beau? Parfait. Alors, nous poursuivons cette fois-ci avec la porte-parole du troisième groupe d'opposition officielle en matière d'économie et de relance, la députée de Gaspé. Ah oui, vous avez bien raison. On retourne à vous. Je m'excuse. Non, excusez-moi, député de Gaspé. Nous revenons avec... Merci, député de Lafontaine. Alors, c'est à vous, avec un bloc, effectivement, de 16 minutes, 12 secondes. Je veux pas être inélégant, mais je pense que ça fait l'affaire aux deux. Merci. J'aimerais, Monsieur le ministre, avoir la même conversation avec vous par rapport à l'autre aspect qui est les services de garde, les garderies. Je suis allé visiter, vous les connaissez bien, là, la laiterie de Quaticook. Je suis allé visiter, je pense, ça fait 3 semaines. J'ai rencontré, entre autres, Roxane Provencher, qui, elle, est en charge du projet service de garde. Service de garde. Qu'est-ce qui arrive avec la laiterie Quaticook? C'est un article là, de février 2022, là, par Vincent Clich, qui nous annonçait que 5 années après son plus récent agrandissement, la laiterie de Quaticook manque encore d'espace. Voilà pourquoi ses dirigeants planchent une fois de plus sur un nouveau projet qui viendra augmenter sa capacité d'entreposage. Donc, Quaticook, ça va bien. Ils ont besoin de plus d'entreposage, puis la production va très, très bien. Les clients sont là, il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, donc 17 mars 2022, puis je vais me baser sur cet article-là, mais pour l'avoir rencontré, 17 mars 2022, toujours sous la plume de Vincent Clich, le projet de garderie de la laiterie de Quaticook chemine. Et on peut y lire, la laiterie de Quaticook installera sa nouvelle garderie dans l'ancien local des Témoins de Jéhovah, situé à proximité de ses installations sur la rue Child. Roxane Provencher est citée, je la cite, « On est rendu à cette étape et on croit bien être en mesure de faire les rénovations pour transformer nos espaces au cours des prochaines semaines. » Fin de la citation. La demande qui est faite, c'est un 29 places. Puis je vais terminer là, mes citations. Là. 5 pour les poupons de moins, donc 29 places, dont 5 pour les poupons, à savoir moins de 18 mois. Et là, on la cite. Nos besoins tournent autour d'une quinzaine de places parmi nos employés. On travaille présentement à établir un ordre pour attribuer les places restantes. On privilégiera d'abord les éducatrices que nous embaucherons. Après, nous allons voir si on offre ces places aux résidents de Quaticook ou encore aux travailleurs d'ici. Dernière citation, on y travaille depuis 2018. Le processus d'achat de la bâtisse a pris 2 ans. Alors, même chose, est-ce que ça, vous en entendez parler, vous, également, de ça, ce défi-là? Oui, c'est sûr, j'ai dit tantôt, je pense que main-d'œuvre, garderie et logement, c'est 3 éléments importants pour la prise de décision des entrepreneurs. Et maintenant, évidemment, vous allez comprendre que c'est pas mon champ d'expérience ni d'expertise, mais que notre ministre de la Famille est conscient, parce qu'on a quand même beaucoup de discussions sur certaines régions, certains secteurs, certains projets même. Quand une entreprise privée veut s'impliquer, c'est pas un enjeu d'argent, ici c'est un enjeu évidemment que les normes soient respectées qui ont été établies par le ministère de la Famille. Mais je pense qu'on a des réunions, des discussions constantes quand il y a des projets importants qui demandent une intervention. On essaie de l'adresser le mieux qu'on peut. Au même titre que la conversation qu'on a eue par rapport au logement, est-ce que vous envoyez donc des projets
est-ce que vous avez commencé à en voir des projets où ils disent, bon, ben justement, il est structurant, puis vous le savez, les employés, c'est la qualité de vie, puis c'est bien correct, là. Il n'y a pas juste le salaire, mais j'ai une petite famille, puis où est-ce que mes enfants vont aller à la garderie? Y a-t-il de la place? Ça vient tout de suite après, où est-ce qu'on va se loger? Commencez-vous à en voir des projets où gravitent autour l'enjeu puis le financement de lever une garderie? Je vous dirais que c'est l'exception parce que le premier enjeu qu'on a souvent, c'est la main-d'œuvre. Et moi, j'étais un grand promoteur du système dual qu'on a en Allemagne, d'avoir une adéquation entre l'enseignement supérieur et les entreprises. Donc, on parle beaucoup de ça. Beaucoup de projets, on met en coopération les gens de l'Institution du savoir. Deuxième, c'est le logement, on a parlé tantôt. Garderie, je dois avouer là, que oui, on en parle, mais c'est anecdotique. J'ai pas eu à date personne qui m'a dit tel projet, je ne le fais pas parce que j'ai pas de garderie. Je pense qu'il y a un mécanisme de collaboration ou pas de collaboration, c'est le mauvais mot, de discussion avec le ministère de la Famille qui se fait sans même que je sois au courant. Je pense que les gens ne verront pas naturellement. Un logement, il peut venir naturellement au MEI. La main-d'œuvre, ils vont venir au MEI indirectement parce que c'est on est près du transport. Les garderies, je dois avouer, c'est un peu séparé quand même. Puis je suis content d'avoir la conversation avec vous parce que j'étais porte-parole pour la famille avec le ministre de la Famille. Puis on est respectueux envers notre collègue ministre de la Famille, mais je voyais de la manière dont... d'ailleurs, c'est lui qui a dit, puis je ne suis pas dérogatoire en disant que quand le premier ministre avait dit c'est une maison de fous, le ministère de la Famille, puis je le cite, c'est mot à mot, puis il l'a dit l'automne passé. Fin de la citation. La manière dont sont développées les places, là, honnêtement, c'est un capharnaüm, là. Et vous connaissez la distinction, parce que le ministère de la Famille accorde des places dans une région donnée selon le taux de couverture. Puis ce qui est considéré, puis je ne veux pas être trop technique, c'est les places subventionnées à 8,70 $, mais aussi les places non subventionnées qui peuvent monter à 50-60 $ par jour. Pour une entreprise qui veut, comme Quaticook, avoir des places pour ses employés, elle n'a pas le choix que de faire le projet sur une base privée et elle n'a pas le choix de faire en sorte que ça ne sera jamais subventionné, parce que si c'est subventionné, c'est l'État qui va attribuer les places. Eux, sur le 29, puis c'est bien correct, je veux dire, ils respectent les règles, ils vont se garder une quinzaine de places pour leurs employés, c'est pour ça qu'ils le font. Je veux dire, ils ne sont pas dans le business de faire des services de garde. Business appliqué aux services de garde privés non subventionnés, ce sont des entreprises. Alors, vous voyez la distinction où là, le ministère va pouvoir, parce que tout est dans tout, puis c'est des vases communicants, dire, bien là, à Quaticook, il y a un 29 places, mais qui va naître du besoin de l'entreprise à elle qui va y répondre, puis il va en rester X nombre de places à la population, mais assurément, ça ne sera pas du subventionné. Vous comprenez le défi que ça représente, puis pour Quaticook, encore une fois, ne sont pas dans cette industrie-là. Là. Est-ce que vous auriez le cas échéant, si ça se tient, ouverture à dire, bien, on va le considérer, vous allez créer, je dis n'importe quoi, là, c'est un investissement de 10 millions, vous allez créer 100 emplois. D'accord, ça va vous prendre au moins 29 places. Trouvez-vous que la même logique pourrait s'appliquer là aussi? Oui, sauf que faut faire attention, parce que dans le cas d'un logement, d'une route, c'est assez facile pour le ministère de l'Économie de rentrer ça dans un projet, parce que faire une route, faire une route, il y a des normes, faire un logement, le code du bâtiment. On rentre dans les garderies, là, on est pas mal dans la santé, là, faire attention, je pense, les normes gouvernementales sur qu'est-ce qui doit être offert à la population priment sur le côté économique. Mais je vais répondre différemment. Si un entrepreneur vient me voir et me dit, moi j'ai un projet de 50 millions pour bâtir telle affaire, puis by the way, si j'ai pas de garderie, j'ai pas 50 places en garderie, je fais pas le projet, je peux vous dire, je vais aller voir le ministre de la Famille, il va dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Fort probablement que ma contribution va être nulle en termes de ce que le MEI peut faire, autre que financer peut-être un privé, mais il faut que le ministère de la Famille prenne ça en charge. Puis je peux vous dire, la discussion aurait lieu, c'est sûr. Okay. Parce que j'ai ici un autre exemple, que vous avez sûrement vu, très, très tangible, là, article du Journal de Montréal sous la plume de Louis Cloutier du 10 mars 2022. Puis on a le temps, je vais en lire quelques extraits. Ça s'appelle Trois-Rivières, un projet de CPE en milieu industriel est refusé. Puis mon point, c'est pas de dire, le ministère de la Famille a mal fait, il a refusé. Le ministère de la Famille applique ses... Mais on voit la relation très intime entre des projets, l'économie, puis la présence de services de garde. Fait que c'est pas un audit là, du ministère de la Famille. La Famille a refusé, le ministère de la Famille, la création d'un centre, un CPE, de 80 places dans la zone industrielle nord de Trois-Rivières, à Mauricie.
La décision a semé beaucoup de désappointements et de questionnements. Le ministère a principalement justifié son refus par le fait que ce projet de CPE était situé à l'extérieur du périmètre d'implantation déterminé pour Trois-Rivières. Le groupe Bellemare, que j'ai visité aussi, s'en était fait le promoteur. Le groupe Bellemare s'en était fait le promoteur, non seulement pour ses besoins internes, mais aussi pour ceux de l'ensemble des PME actives dans ce secteur. L'entreprise AAR, qui entretient des aéronefs tout près de la zone aéroportuaire de Trois-Rivières, comptait sur ce service pour faciliter son recrutement et retenir son personnel. Et on cite Stéphane Rochette de AAR Corporation. C'est un des bénéfices qui est très en demande pour nos employés que celui de l'accès aux services de garde. Puis, donc, fin de la citation. Alors, dans le tissu économique, c'était majeur. Là, CPE, ce n'est pas du privé non subventionné, c'est étatique, donc c'est élevé par des fonds publics. Mais voyant le refus, pour X raisons, on risque plus qu'hier, encore une fois, et moins que demain, se retrouver vers un plan B où ils vont se mettre ensemble et ils vont dire, écoutez, on va aller de l'avant. Donc, dans un tel cas aussi, j'imagine pour maintenir, parce qu'on parle de création, mais pour le maintien des emplois aussi, j'imagine que votre ouverture n'est pas à zéro, là, elle est là. Non, c'est clair. Puis vous parliez, puis je pensais à ma situation. J'étais exécutif à la Banque nationale, 600 de Gauchetière. On avait une garderie. J'essaie de penser, je ne me rappelle même pas. On avait une garderie pour nos employés. Et c'est pas une CPE, je suis pas mal sûr que la Banque nationale, on finançait beaucoup là-dedans. Alors, je pense que ce modèle-là doit être considéré. Et on a eu des discussions avec les ministères de la Famille, mais finalement, la clé, c'est l'offre des services qui doivent être offerts. Je pense pas qu'on va laisser au privé le soin de gérer une garderie. Je pense que ce serait une erreur. Mais il faut quand même être ouvert que si le privé est prêt à financer une partie, c'est conforme à ce qu'on définit comme étant les services qu'on peut offrir à la population, pourquoi pas. Mais, Vous seriez ouvert, donc, c'est ça? Oui. Pas pour le financer au pays, je suis ouvert, pas pour le financer directement comme ça, mais je suis ouvert définitivement à aller m'asseoir avec le ministre de la Famille, dire on a un projet majeur ici, il faut faire ça, c'est fun de trouver une solution. C'est clair, je fais ça. Puis encore une fois, parce qu'on est pas pieds et poings liés, mais on doit travailler avec... Bien, il y a deux réalités. C'est que, oui, la garderie privée non subventionnée, elle va être détenue par le privé. Alors, à la limite, ça pourrait être une compagnie à numéro, ça pourrait être une entreprise privée, personne morale. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle ne pourra pas, si vous le faites, évidemment, parler des employés à l'époque, pour vos employés, vous voulez décider, bien, je me garde 15 places sur le 29, elle sera jamais à 8,70 par jour. Elle ne sera pas subventionnée, ça va être à ce moment-là 50-60 $ par jour. Alors, c'est cette logique-là aussi qui est à considérer. J'aimerais parler d'un aspect, on parlait un peu plus tôt du cas de Gaspé, pénurie de main-d'œuvre et de logement. Dans l'article du Journal des Affaires d'hier, sous la plume de Marie-Ève Schaffer, on parlait, entre autres, qui avait réussi à trouver, bon, pour les familles de nouveaux arrivants au Québec, de l'hôtel, puis après ça, du logement, des Tunisiens puis des Marocains d'origine. Un programme de parrainage a également été mis en place pour aider les nouvelles recrues à s'intégrer à l'équipe de travail de quelques 130 travailleurs, mais également à découvrir la région. Mon point, l'intégration, puis je suis certain que vous participez de cette logique-là, là, il n'y a pas meilleur... Un des facteurs très, très intéressants et qui permet d'avoir une intégration réussie, c'est l'intégration par l'emploi, par le travail. Puis tu fais partie d'une équipe de travail, puis ils t'aident, puis l'entreprise connaisse la réalité. Dans la proposition, puis je m'attends pas à ce que vous disiez que la Charte des régions proposée par le Parti libéral du Québec, c'est excellent, mais j'aimerais quand même savoir sous un aspect, quand on parle à la page 20, assurer une immigration qui répond mieux aux besoins. Pour la période 2019-2022, le nombre d'immigrants que le Québec reçoit annuellement a été donc diminué, mais ce n'est pas ça mon point. Mon point, conclure des ententes avec l'ensemble des régions du Québec afin qu'elles déterminent leurs propres besoins d'immigration pour tenir compte réellement de leurs besoins dans le secteur de leur capacité d'accueil. Nous nous assurerions aussi, une fois qu'on a considéré ça, avec les acteurs du milieu concerné qui ont les ressources et la flexibilité nécessaires pour bien accueillir. Sur le principe, là, je ne suis pas en train de dire que vous allez voter pour ça, là, mais sur le principe de dire on va mettre dans le coup les régions qui, elles, vont être en lien avec les entrepreneurs sur le terrain. Puis ils vont dire, bien oui, moi, ça en prend des Marocains, des Tunisiens, des Philippins.
Puis sachez que oui, puis on fait un lien avec tout ce qu'on dit. Ils vont être capables peut-être d'être proactifs sur le logement, sur les services de garde, et ainsi de suite. De dire, bien oui, nous, on est capable. Il y aurait une acceptation, évidemment, du niveau qu'ils ont besoin dans la région, parce que ça serait fait par et pour la région. Comment vous voyez ça, cette logique-là, qui serait une nouvelle façon de faire? Ben, écoutez, humblement, je pense que nous l'adressons. Je pense que mon collègue ministre du Travail, de la Solidarité sociale, a eu des sommes importantes dans la mise à jour du mois de novembre 2021, 2,9 milliards, on en parlait il y a 2 jours. Le focus de l'intégration de l'immigration en région est au rendez-vous. Je peux vous dire que le développement régional qui est fait par Investissement Québec régional, par les gens chez AEQ, beaucoup de sondages est fait, beaucoup de rétributions sont faites de ces gens-là au ministère de l'Emploi, qui est maintenant aussi responsable de l'immigration. Alors, la forme qu'on utilise pour arriver aux fins peut varier. Nous, on a notre façon de procéder. Emploi Québec est très actif sur le terrain. On a des missions internationales de recrutement organisées par Québec International, organisées par Montréal International et Investissement Québec International. Et toutes ces missions de recrutement sont faites dans un contexte très particulier de postes vacants et de besoins comblés dans les régions. Donc, je pense qu'on y arrive par un autre chemin. Par contre, puis je suis pas en train de... Ce que je veux dire, je ne dirais pas par la négative, je veux dire par la positive. Ce sont tous des pas dans la bonne direction. Mais moi aussi, humblement, je vous dirais que ça semble insuffisant. On parlait, votre collègue a fait une annonce, donc 17 missions, je pense que c'est en début de cette semaine, 17 missions à l'étranger, virtuelles, pour recruter 3000 travailleurs et ainsi de suite. Et je cite votre collègue, là, Travail, Emploi, Solidarité, on anticipe que de 2021 à 2030, il y aura à peu près 1,4 million de postes à combler. Alors, mon point, ce serait de passer à réellement du 2.0 en mettant dans le coup les élus locaux, les acteurs locaux, en leur disant, vous avez besoin, dans un monde idéal, de combien d'employés, pénurie de main-d'œuvre, dans quel secteur, et ainsi de suite. Et là, partir de leurs chiffres pour revenir à la hauteur et dire, bon, bien, dans les 17 régions administratives du Québec qui ont besoin de X, on additionne, puis on voit l'immigration sous cet angle-là, plutôt que de Québec de dire, bien, on met ça à 50 000 ou peu importe le chiffre, vous comprenez? Et, mon deuxième point, une fois que ça, on travaille ensemble, bien là, eux aussi vont être proactifs pour trouver quoi? Du logement, des services de garde, et ainsi de suite, vous comprenez? Écoutez, on a eu 2 choses. Il y a le 1 50 000 30 secondes. Parlons de la demande. Je pense que c'est ça qui est important. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui comprend dans les régions quels sont les besoins en main-d'œuvre? Je pense que la réponse est oui. On a fait tellement d'efforts pour décentraliser au niveau économique dans les régions via AEQ, via Investissement régional. On a le pouls sur les besoins. Après ça, c'est comment on va combler ces besoins-là. Évidemment, on parle du 50 000 parce que c'est de la bouche de notre premier ministre ce qu'on considère le maximum qu'on peut intégrer aujourd'hui. Chiffre qui va pouvoir monter quand on va être mieux habilité à intégrer. Et d'autre part, on a aussi tous les immigrants économiques temporaires. Et c'est là que les missions deviennent importantes. Et je vais vous donner une anecdote. J'étais à Israël il y a quelques semaines et tout le monde se bat pour avoir des ingénieurs, incluant nous. J'aurais recruté des ingénieurs, je les aurais ramenés avec moi dans mes valises. Mais bon, ils sont allés ailleurs. Alors, on a un enjeu important dans le monde où le monde cherche tous les STEM. Alors, je pense que l'identifier les besoins, c'est une chose. Le mécanisme pour y arriver, c'est une autre chose. Puis je pense que les besoins, on les connaît. Puis, je trouve ça intéressant, on a une bonne discussion avec ce que je vous ai présenté, partir des régions, remonter ça à Québec. Vous avez dit, donc, notre premier ministre a décrété donc que l'intégration, c'était 50 000. Basé sur quoi, ça? Bien, sur la capacité du ministère de l'Immigration, des cours de français. Je pense que c'est important pour nous que la culture soit maintenue, que les gens parlent le français. Alors, je pense qu'il y a un mécanisme, c'est pas mon expertise, là. J'écoute mes collègues. Mon collègue maintenant, qui est responsable de l'immigration et de l'emploi aussi, considère que 50 000, on est à 40 au début, on est à 50. Ouais. On augmente nos investissements. Je n'ai pas les chiffres. Les investissements faits par le MIFI
sur l'intégration des francophones est important. Là. On a monté les seuils, pas les seuils, mais les sommes investies. La clé, c'est plus vite on va pouvoir intégrer, ou mieux on va intégrer, plus on peut augmenter les seuils. Parce qu'il n'y a personne qui... Le 50 000, c'est pas un chiffre là, qui est sorti de nulle part. C'est qu'on considère, à tort avoir raison, c'est le maximum qu'on peut intégrer. Le jour où on est capable de faire mieux, on montrera les seuils. Mais vous, parce que c'est, comme ministre de l'Économie et de l'Innovation, c'est votre pain puis votre beurre, ça, là. Je ne veux pas dire contenté de façon dérogatoire, là, mais vous vous déclarez satisfait de dire, bien, il y a un mécanisme, puis c'est 50 000, puis c'est ça, puis à un moment donné, quelqu'un va venir m'informer, moi, ministre de l'Économie, bien, finalement, ça peut monter à 70, 60, 80. Mais me semble que ça serait, vu que c'est votre pain puis votre beurre, puis c'est le pain puis le beurre de tous les entrepreneurs au Québec, me semble que je serais un peu plus, je cornoillerais un peu plus, là. Oui, puis il faut comprendre aussi qu'il y a du backlog. Hein? On a en 2020-2021, indépendamment là, des seuils, là, le monde ne tournait pas bien avec la pandémie. Fait qu'on on a du rattrapage à faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre capacité à avoir les permis, hein, c'est complexe, c'est fédéral, avoir les permis, les intégrer, je pense qu'on n'a pas d'enjeu. Quand même, on a ramené ça à 300 000, on est limité de toute façon. Fait que moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment qu'on investisse au niveau du MIFI sur l'intégration. On veut tous ça. On sait tous que la démographie du Québec est négative. On réalise tous que l'immigration est une partie de la solution avec l'Institution du savoir qui doit être mieux adaptée aux besoins des entreprises. Ça, c'est un autre sujet. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis satisfait. Le jour où je sens qu'on peut plus s'intégrer puis qu'on pourrait augmenter ça, on aura la discussion avec les gens concernés. Mais aujourd'hui, c'est pas une discussion qui est... Ça me fait penser, puis je le dis en souriant, je me rappelle, je ne sais pas si vous avez vu ça à l'époque, quand Bernard Landry il demandait quand est-ce qu'il va y avoir un référendum dans la campagne électorale en 2003. Puis Bernard Landry, il disait quand j'aurai la conviction intime que c'est le moment. Il a dit, mais vous allez savoir ça comment, où, quand, comment, cette conviction intime-là, que le peuple est prêt pour la souveraineté du Québec, puis vous allez faire un référendum. Il a dit, quand ça sera le cas, je le saurai. Donc, est-ce que je dois appliquer ça, vous également, à ce que vous dites, quand on va partir du seuil de 50 000 immigrants, puis qu'on peut monter à 70, 80 et plus, comme Bernard Landry sur le référendum, vous avez levé un matin, vous avez dit, OK, là, je le sens, je le sais, on peut y aller? Bien, je vais répondre différemment. Je pense que la question importante, c'est les immigrants en région. Un des problèmes qu'on a, c'est de les garder en région. Donc, évidemment, quand on recrute des immigrants du Maghreb ou des Français ou d'autres juridictions où ils parlent français, c'est plus facile. Je pense qu'il faut trouver le moyen de recruter des gens qui ne sont pas nécessairement des francophones, de les établir en région. Puis on voit ça à Chibougamau. Chibougamau, c'est vraiment spécial ce qui se passe là. Je l'ai vu de mes yeux. Alors, je pense qu'il y a un modèle là, qu'il faut regarder. Je pense que comme gouvernement, on est sensible à ça. Puis si on peut intégrer des allophones dans les régions, puis qui apprennent le français sur une base temporaire, pendant un peu temporaire, puis ils deviennent des familles après, je pense que c'est là que le succès va arriver. Mais c'est un travail qui n'est pas facile. Il faut le faire avec le privé, puis je pense que c'est un travail que nous, on est prêts à regarder. Merci. Parfait, merci. Alors maintenant, nous y allons avec la porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'économie et de relance, députée de Gaspé. À vous la parole. Mais merci, Madame la Présidente. Rebonjour. En fait, on s'est vu en début de semaine des crédits. Pour rapidement continuer sur le sujet qu'a lancé mon collègue sur la régionalisation de l'immigration, quand vous dites on est prêt à faire notre part pour encore plus en faire, je sais que les taux que vous aviez en tête n'ont pas pu être respectés, là, les cibles. Donc, comment on fait ça avec les entreprises pour attirer, pour qu'il n'y ait pas à passer à Montréal avant? Parce que c'est ça, là, l'enjeu. C'est pour ça qu'ils retournent vers là. S'ils se sont fait un réseau, qu'on essaie après de les localiser plus en région, bien là, on perd notre temps, c'est vrai. Donc, moi, j'ai déjà parlé de grilles, de grilles qui donnent des incitatifs à un meilleur pointage quand on décide, ou quand on a une offre d'achat en région. Donc ça, peut-être rapidement nous dire qu'est-ce que le ministre de l'Économie fait en ce sens-là? Bien, vraiment, vous comprenez, c'est pas mon secteur comme tel, sauf que j'ai toujours dit que recruter des immigrants, le travail incombe aussi aux entreprises. C'est pas au gouvernement de convaincre les gens, hein, tu vas travailler chez LM Wind Power. Ça, LM Wind Power, dans votre exemple, c'est bien de faire le travail. Non, mais c'est important, je pense, faut que le gouvernement, pour le faire avec Investissement Québec International, nos missions de recrutement, ils en font, il y a même des entreprises. Alors, moi, je pense qu'il faut intégrer encore plus d'entreprises pour pouvoir convaincre les immigrants qu'on va aller chercher et qui vont aller travailler directement à Gaspé, ils ne vont pas passer par Montréal. Alors, on est d'accord avec ça. C'est peut-être souvent plus difficile à faire qu'à dire.
Oui. Je vais aller directement dans un sujet qui concerne le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour vous entendre justement plus en profondeur sur certains sujets. J'attends impatiemment, moi, des annonces en ce qui concerne les zones d'innovation. Il y en a eu seulement 2 d'annoncées. Beaucoup de régions attendent là-dessus. C'était quand même pour plusieurs une belle façon de développer certains secteurs, d'aller chercher de l'investissement privé, avoir plus de recherche, plus, bon, bref, d'incitatifs. On connaît l'idée derrière ça, mais je voulais savoir, on en visait combien de zones d'innovation au départ, puis où est-ce qu'on en est présentement là, avec ça? Vraiment, comme vous avez bien dit, les zones d'innovation, ça se veut un projet où on va regrouper l'institution du savoir, des grandes entreprises, des start-up, du capital, la formation, la recherche fondamentale appliquée. Alors, évidemment, une zone d'innovation, on a toujours dit que ça prenait une thématique où le Québec pourrait être reconnu au niveau international. On est 8,5 millions de personnes, on est bon dans plusieurs segments. Alors, moi, je pense que j'avais aujourd'hui à évaluer, puis c'est mon évaluation, puis d'ailleurs, la personne qui est devant moi ici travaille avec moi sur ça. Je m'attends à avoir 8-10 zones d'innovation, de façon réaliste, dans les prochains 3-4 ans. C'est pas une course. Les zones d'innovation, ça va rester pour plusieurs générations. On en a 2 d'annoncés, il y en a 3-4 autres qui sont pas mal avancés aussi. Là, je suis très confortable. C'est étant dit, donc, la réponse, on va dire, là, c'est triste. Là, il y a 120 MRC au Québec, là, donc il y a possiblement 120 zones d'innovation, on en a seulement 8 ou 10. Ouais. Ce qu'on a fait à Rivière-du-Loup, je vais vous donner le contexte, on va jumeler aux zones des projets d'innovation. Rivière-du-Loup est arrivé avec un projet qui s'appelle IFA, emballage innovant. Il y a Rio Tinto, Cascade, Premier Tech, CCTT, l'Université du Québec à Chicoutimi, à Rimouski. On a créé un projet. Ce n'est pas une zone d'innovation par définition, mais on a quand même mis de l'argent là-dedans. Alors, moi, je pense que l'approche du gouvernement, c'est de faire des projets et des zones d'innovation. Mais quand vous dites on a créé un projet, et comment se passe le processus? Parce que moi, j'ai essayé de suivre un petit peu là, toute la question des dépôts de projets. Comment s'est passé le processus formel? Là? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il y a encore des projets qui peuvent se déposer? C'est un petit la peu personne qui est juste devant vous, avec des lunettes, c'est le sous-ministre adjoint qui s'occupe uniquement, pas uniquement, mais s'occupe de l'innovation. Alors, tous les projets passent par son sous-ministère, parce que c'est un sous-ministre adjoint. Il y a une équipe dédiée à ça. Il y a eu un processus d'une couple d'années qui a été fait. On avait un la liste ici, je pense qu'il y en a une trentaine, je n'ai pas mes lunettes. Donc, il y avait une trentaine de projets de déposés à peu près? Okay. Qu'on a reçus. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que dans les 30 projets qu'on a reçus, il y en a qui vont être des zones, formellement. Il y en a qui vont être rejetés parce qu'ils sont pas bonnes. Puis d'autres, comme le projet de Rivière-du-Loup, qui n'est pas une zone, mais c'est assez percutant au niveau innovation qu'on va le faire quand même, parce que qu'on appelle ça une zone, une zonette, un projet, c'est pas important. La région... Une zonette? Une zonette? Oui, non, ça, moi, je ne dis pas dire ça. Mais un projet d'innovation, disons, un projet d'innovation qui, dans le cas de Rivière-du-Loup, qui est très... Okay. Les gens de Rivière-du-Loup sont super contents. C'est pas appelé une zone d'innovation, parce que dans l'emballage innovant, pour l'instant, n'est pas un chantier international. Ça va-tu le devenir? Peut-être. C'est une zone à ce moment-là. Mais pour le gouvernement, notre rôle, dans ce cas-là, c'est d'être le trait d'union entre les institutions du savoir. Moi, je crois beaucoup qu'il faut avoir nos collèges techniques, il faut avoir une université d'impliquer. Oui, c'est sûr. Puis, est-ce qu'on a une idée pour nous donner une idée de grandeur, en fait, là, les projets varient de combien... les investissements du gouvernement, là, vraiment, vont de quelle échelle? Dans le cas de Sherbrooke et de Bromont qui ont été annoncés, là, je vais y aller de mémoire, là, je pense que c'est 110 millions. Bon, la réponse c'est... On a mis 131 millions dans le cas de Sherbrooke pour le quantique. 131. 130, OK. Puis on a mis 25 à date dans celle de Bromont. Maintenant, il y a des relations entre les deux. Par exemple, IBM... disons, dans les deux cas, là, on a mis 150 millions pour les 2 zones d'innovation. Okay. Je vous dirais que la façon qu'on regarde ça, c'est que... Moi, j'ai toujours dit que l'infrastructure devrait être faite par le gouvernement, parce que c'est moins intéressant pour les entreprises privées, à condition que le privé ait des projets structurants. Dans le cas de Sherbrooke, c'est arrivé avec le quantique. IBM a dit, on est intéressé. Le premier ordi quantique, on aimerait que vous le financiez. Je dis, parfait, on va le financer, mais vous allez donner de la contribution pour les entreprises qui vont être en erreur. Si j'avais donné un pourcentage, là, je dirais probablement 20 à 30 serait la contribution du gouvernement. OK. Puis on va aller plus que ça s'il faut, si on est convaincu que la thématique
fait du sens. Là. Donc, ce qui explique un peu l'écart entre le 25 millions et le 130, c'est parce qu'on est dans les projets d'infrastructure aussi, là, donc ça peut varier. D'une part, puis on est dans le Bromont n'est 20-30% pas de terminé participation. encore. OK. Il y a des projets qui n'ont pas été annoncés, parce qu'on a annoncé la zone avec M. Bourbonnais de C2MI, parce que c'est un champion. Là. Puis on a voulu annoncer ça avec Télédyne, puis d'autres. Il y a d'autres compagnies qui s'en viennent. Donc on va vraiment monter le 25, mais on a annoncé 25 parce qu'il y avait juste le privé en conséquence. OK. C'est pas comme- Puis, parce que je sais, là, de discussions un peu comme ça, qu'il y a un projet qui est dans le domaine des mines, je pense qu'il est de beaucoup plus grande ampleur. Oui, oui. Donc ça, est-ce qu'on a déjà des nouvelles? Ça a-tu été annoncé ou Non, pas encore? mine, effectivement, il y a des... c'est pas par chez vous, par exemple, mais... Non, mais... mais effectivement, il y a un projet qui a Ouais. été déposé. Il y en a un en aluminium, il y en a un en aéronautique. Alors, on peut présumer les C'est ça. chantiers où on est déjà champion. Ce serait très logique qu'on en fasse. Puis Alors, ça pourrait aller jusqu'à combien d'investissements? Ce serait quoi le maximum que le gouvernement donne pour un projet comme ça, une participation? mais je vais répondre indirectement. Il y a beaucoup de projets où il y a des projets industriels Oui. qu'on va pouvoir aider, mais la zone d'innovation, c'est quoi? C'est un lieu, c'est un écosystème où il va y avoir des gens qui vont être transversaux. C'est là, les mines, toutes les grandes minières ont beaucoup d'argent dans leurs projets. On n'écrit pas ça là-dedans. Mais est-ce qu'il y a une thématique pour les mines qui va faire en sorte qu'ils veulent travailler ensemble pour une même cause? Par exemple, les véhicules autonomes dans le fond des mines électriques, peu importe comment on va les appeler. C'est ça qui va créer la zone. Je ne mettrais pas deux minières ensemble et dire « Ah, c'est une zone d'innovation, il faut qu'il y ait une thématique ». Alors, cette thématique-là, l'organisation, c'est pas des argents, c'est pas un milliard, là. Un building, 25 millions, quelques personnes, fait de fonctionnement. Nous, on va financer ça à condition que les entreprises, un peu ce qu'on fait au MILA, dans l'intelligence artificielle, puis Ivado. On s'en va dans le Milex, on voit ce qui se passe là. Google est là, Apple est là, tout le monde est là. Alors, c'est un projet, d'ailleurs, tantôt, je pense que c'est un gros succès. On a un projet où les gens sont là pour graviter alentour de l'investissement qui a été fait. OK. Vous avez dit justement qu'il y avait des projets déjà pas retenus à ce stade-ci, qu'on a une trentaine de projets en tout et partout qui ont été déposés. Est-ce que ça, c'est des données qu'on est en mesure d'avoir, une liste des projets qui ont été déposés? Je dirais que non pour l'instant, mais pas parce que je ne veux pas le donner. C'est que quand on a dit non, puis on dit pourquoi c'est non. Quand on dit pourquoi c'est non, mais là, ils disent on veut revenir. OK, revenir. OK. Alors, en fait, c'est pour ça qu'on a créé les projets comme le projet de Rivière-du-Loup. Parce qu'il y a beaucoup de projets, on ne dit pas non parce que c'est pas intéressant, on dit non parce qu'on ne pense pas qu'il y a une possibilité qu'on soit les champions mondiaux. Mais on peut le devenir aussi. Alors, Rivière-du-Loup, c'est un très bon exemple. La réponse était non. Vous ne serez pas une zone d'innovation, c'est pas assez structurant. Mais, on a des projets pareils. Puis c'est M. Vézina qui avait piloté ça, puis on s'est ramassé avec un projet où les gens... Alors, je vous dirais que dans tous les cas, il n'y a personne qui arrivait à quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Mais il y a des choses qui n'étaient pas attachées, qui n'étaient pas bien montées, parce que c'est un nouveau concept. Alors, l'équipe qui est avec M. le sous-ministre ici, c'est l'équipe qui accompagne des gens, parce que... Puis, on va plus loin que ça. On a des chefs de projet qu'on va identifier, qu'on va mettre dans les projets pour permettre de concerter avec l'environnement, avec la région, pour pouvoir arriver avec un projet qui est plus structuré. 2 minutes à l'échange? Oui. Bien, en fait, si justement il manque une infrastructure, si dans le projet, j'essaie de voir, est-ce que c'est ça qui disqualifie un projet ou est-ce que vous participez à le financer ou à développer cette infrastructure-là? J'ai même un exemple en tête d'un projet qui a été déposé pour ma région. Puis, je pense que vous connaissez le dossier de la grue portique. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans le détail au niveau local, là, mais est-ce que c'est ce genre d'infrastructure-là qui pourrait se greffer à un projet de zone d'innovation, par exemple? Oui, mais parlons de votre région, on va en parler en même temps. Je pense qu'il y aurait une logique de regarder votre région largement définie pour avoir une zone halieutique. Pas du domaine. Je pense que ça serait logique. Ça serait très logique. On a hâte de voir. À Terrebonne, vous allez voir, mais ça n'arrivera pas. Donc, mais comment on met ça en place? Plusieurs MRC, on a Mérinov, on a des choses. C'est un exemple où on travaille avec la région, puis vous savez probablement, on travaille avec eux autres, trouver une façon qu'on travaille activement. On est proactif. On en veut une. Moi, j'aimerais ça avoir un projet d'innovation. C'est une zone d'innovation, je ne sais pas, mais ça va être un projet d'innovation. On veut travailler avec eux autres. Alors, on est tellement convaincus qu'on va les aider à structurer. Parce que souvent, dans les régions, il n'y a pas les ressources au niveau du développement économique de MRC pour le faire.
Puis dans ce cas-là, ou je pense que c'est ce cas-là aussi, on a nommé des chefs de projet. On a financé au MEI des gens, standards du AEQ, qui vont travailler avec les intervenants de la région, autant au niveau éducationnel qu'au niveau des entreprises, pour dire comment est-ce qu'on structure ça pour arriver avec un projet. Puis, rapidement, Merci. il reste pas de temps. Merci, Morph. Il vous reste 20 secondes. Bien, comment on fait rayonner toute une région avec cette zone-là? Parce que c'est très niché quand même. Ça va être des zones assez bien délimitées. C'est quoi le rôle du ministre pour que tout le monde puisse en bénéficier de ce projet-là? Bien, l'Institut quantique à Sherbrooke, par exemple, on a annoncé. Quand j'étais arrivé à Israël, le monde savait qu'on avait annoncé. On a quand même bien communiqué. Puis, on est arrivé à Israël, qui sont les champions de la numérisation. Ils ont dit, hey, vous avez une zone d'innovation en quantique, parlez-nous-en. Parfait. Vous pourrez continuer cet après-midi. Merci. C'est parce que si nous voulons terminer à 1h. Alors, nous poursuivons avec le troisième bloc, avec l'opposition officielle, député de La Fontaine. Il est plus bref, hein, votre bloc, il est de 5 minutes. Oui, tout à fait. J'aimerais savoir quand ont été vos premières conversations avec Daniel Labrec, président et chef de la direction de DNA Capital, quant à une éventuelle participation du gouvernement dans cette entreprise privée, dans ce fonds privé? Je ne peux pas vous répondre, je regarde mon agenda. Mais ça remontait à quand, cette idée-là? Parce que ça s'est fait récemment, ça? Écoutez, ça remonte probablement au début de la pandémie parce que dans le projet de développement économique qu'on a mis en place en arrivant en poste, moi, j'ai identifié très rapidement que dans la chaîne des capitaux, il y avait une carence. Il y avait des places dans la chaîne des capitaux, quand on parle de l'amorçage jusqu'à la grande entreprise, il y avait des trous. Il y avait de la barre. Alors, j'ai reçu publiquement qu'on avait, je pense, identifié 600 millions de dollars qu'on avait réservés des fonds publics pour financer des fonds d'investissement. J'avais été public sur ça. Alors, il y a un paquet de monde qui ont levé la main. D'ailleurs, on a fait beaucoup de fonds. On a fait énormément de fonds depuis ce temps-là. Alors, cette conversation-là avec M. Labrec a commencé au même moment qu'on a annoncé ça au début de la pandémie. Surtout en pandémie, c'est encore plus important d'avoir des fonds. Hier, on a parlé avant hier sur comment on aide les entreprises. Alors, ça a commencé probablement dans ce temps-là. Je ne peux pas donner la date exacte, la première rencontre. OK. Et ça a été une discussion où vous, est-ce que c'est vous qui avez piloté ça, avec lui, avec Daniel Labrec? Non, moi, je suis juste un ministre. C'est déjà quand même pas pire. Hein? C'est déjà pas pire. Oui, pas pire, mais on ne pilote pas les dossiers. Alors, il y a une équipe, en fait, sous le sous-ministre qui n'est pas ici. Le deuxième, là-bas, monsieur, tu sais son nom, M. Gervais, qui est sous-ministre de l'Innovation, lui pilote tous les dossiers de fonds. Il y a une équipe qui fait ça aussi. Puis, il y a Investissement Québec, il y a des gens aussi, parce qu'on fait beaucoup de fund-to-fund là aussi. Alors, une équipe de, je sais pas, 7, 8, 9 personnes qui ne font que ça. Il y a beaucoup de demandes de fonds, dont celui-là. Okay. Vous dites donc qu'il y avait initialement, il y a une enveloppe de 600 millions qui a été distribuée, c'est ça? Bien, je vais dire, on va dans le budget de 2019, ça? OK. On a un 600 là, puis dans le budget original de 2019, il y avait d'autres argent. On a mis, disons, 1 milliard. Est-ce qu'on pourrait avoir justement la ventilation pour le premier 2019, 600 millions, puis pour le deuxième? Oui. C'est dans les livres budgétaires. C'est dans les livres de M. Girard, là, c'est là-dedans. OK. Parce qu'on regardait fonds DNA dans tous les documents que vous avez fournis, il n'était pas là. Alors, il est probablement ailleurs. Et ça, ce 600 millions-là, ça participe d'un programme normé. Ça vient d'où, le 600 millions? Non, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est Investissement Québec qui est responsable pour avoir les relations avec les fonds. J'ai la liste à quelque part, là, on a un nombre de fonds important. Et chaque fonds qui est fait, on fait un décret ministériel. Dans le cas de DNA que vous parlez, il y a un décret ministériel. Il y a un décret ministériel pour Boréal. Il y en a un pour d'autres. Donc, tous les fonds passent par un processus. C'est pas normé, mais ça passe par décret. Et le 75 millions qui est donné dans le cas, parce que j'ai devant moi, évidemment, l'article de Michel Girard du 24 février dernier, qui avait beaucoup de questions. Pour ce 75 millions-là, par exemple, il est donné à un fonds privé qui va l'investir comme bon lui semble. Est-ce qu'il y a une reddition de compte qui est faite au gouvernement? Comment c'est fait? Premièrement, j'aimerais corriger, si vous me permettez, donner. On ne donne pas d'argent. On investit avec le privé. Hein. Vous avez pris une participation dans l'actionnariat? Exact. Un fonds, c'est sur une base de LP, Limited Partnership. Là, en tout cas, il y a toujours un gestionnaire. Le gestionnaire est responsable de faire les projets d'investissement. C'est pas nous, Investissement Québec ou le ministère de l'Économie qui dit quoi faire. Donc, on co-investit avec ce qu'on appelle les GP, puis il y a d'autres privés qui sont là. Dans le cas du fonds auquel vous mentionnez, l'exigence était que le privé non institutionnel, je ne parle pas de la Caisse de dépôt, je ne parle pas de fonds de solidarité, soit au moins égal à notre montant d'argent. Donc, on veut faire un appariement.
Donc, il y avait le general partner, le management, et il y avait des fonds privés. Et c'est important pour le gouvernement parce qu'il n'y a aucun fonds où nous sommes majoritaires, à moins qu'on soit en amorçage, où il y a la prise de risque est très difficile à prendre. Donc, dans l'exemple que vous donnez, c'est un appariement avec le privé. Le privé étant des family office ou d'autres investisseurs privés qui voulaient investir. Et l'objectif, c'est évidemment de faire fructifier ces investissements-là. Absolument. Et est-ce que la mission du fonds, donc, parce que Michel Girard questionnait le fait, pourquoi Investissement Québec n'aurait pas pu le faire? Pourquoi on a dû mettre ça là? Parce que au Québec, il y a 250 000 entreprises, évidemment. On peut en exclure un grand paquet, mais disons, il y a peut-être, j'avais à dire, des entreprises là, qu'on veut, qui sont parties du tissu industriel, du tissu économique important, il y en a probablement 100 000, disons. Il est impossible pour Investissement Québec de suivre autant d'entreprises. Investissement Québec, l'année passée, on verra, là, il y a des crédits avec Investissement Québec la semaine prochaine, je pense que c'est 2000 clients qu'ils ont, là, 2000 entreprises. Alors, la beauté des fonds, c'est que tu fais l'effet levier. Donc, l'Investissement Québec met de l'argent dans un fonds. Moi, je pense l'inverse de M. Girard. On investit dans un fonds. Ce fonds-là a ses relations. Alors, plus on va avoir de fonds, plus on va ratisser large. Et dans les cas où les entreprises ont besoin d'argent, on va être présent. Alors, ce serait impossible économiquement que l'Investissement Québec fasse tout le travail tout seul. Merci. Alors, c'est tout le temps. Vous vous êtes engagé à remettre aussi la ventilation de certains fonds. Ça va être fait? Parfait. Ouais. Merci. Nous poursuivons cette fois-ci avec le bloc du gouvernement, avec le député d'Orford. Il vous reste 3 minutes. Max. 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de faire ça en 3 minutes. Écoutez, Madame la Présidente, hier, on a effleuré un petit peu le sujet d'Internet en région, puis... Suite à mon intervention, le ministre m'a demandé d'être plus précis au niveau des chiffres, entre autres le 190 000 foyers qui restaient à brancher. Moi, j'ai mentionné que 90 % de l'ouvrage était fait, donc les demandes de permis, tout ça. Je veux préciser que la cadence des branchements va monter à 30 000 par mois à partir de ce mois-ci. Donc, on va arriver à date et tous les foyers vont avoir accès à Internet haute vitesse. Il y a une autre demande que le ministre m'a fait aussi parce qu'il voulait savoir c'était quoi l'impact économique au niveau régional, parce que c'est important, c'est dans son portfolio, puis le ministre a travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Et j'ai reçu ce matin une étude de KPMG, qui est l'étude sur l'impact économique des mesures gouvernementales mises en place afin de déployer l'Internet haut débit au Québec. Donc, en après-midi, si j'ai le temps de parole, je vais pouvoir... préciser tous ces éléments-là. Puis, par la suite, c'est certain qu'il y a d'autres sujets comme l'aérospatial que je vais vouloir toucher, le secteur batterie et aussi aluminium-verre. Donc, c'est le menu pour l'après-midi. Vous arrêtez là. Bien, j'espère que je vais avoir, à la fin de la journée, répondu à toutes les questions de notre ministre de l'Économie. C'est parfait. On pourra vraiment, donc, pouvoir terminer à 1 heure. Écoutez, compte tenu de l'heure, la Commission suspend ses travaux, effectivement, jusqu'à 14 heures. Nous nous retrouvons donc ici encore à la salle Marois. Merci, bon dîner à tous et à toutes.